Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre podcast Tarot d'idées. Nous parlons directement de São Paulo, une ville au sud-ouest du Brésil, et nous sommes deux étudiants en dernière année des lettres en français. On l'espère. Moi, je m'appelle Héloïse, j'ai 23 ans et je suis professeure de portugais et une écrivaine en herbe. Moi, je suis Fabiola, j'ai 23 ans et je suis assistante pédagogique. Et ce podcast-là, c'est notre travail de conclusion de cours de français 7, assuré par la professeure Erika Sarsu, avec le but de comprendre la pluralité des langues autour du monde, surtout quand on pense à la communauté francophone. Voilà, dans cet épisode, on a choisi de parler d'une thématique très sensible et qui donne encore beaucoup de discussions, surtout à partir des attentats de 2001 aux États-Unis et plus récemment en 2015, après l'attaque extrémiste au journal Charlie Hebdo en France. Oui, c'est ça. On parlera de la question de l'islamophobie en France, comment cela affecte la communauté arabe vivant dans le pays et les préjugés linguistiques et culturels qui s'abattent sur les musulmans. Alors, allons-y. Il y a quelques années, plus exactement en 2016, il y a eu une polémique concernant la prohibition du burkini sur plusieurs plages françaises. Le burkini, c'est une sorte de maillot de bain qui couvre tout le corps, destiné aux femmes musulmanes, et qui a été créé par la styliste libano-australienne Aheda Zahedi. Mais pourquoi il y a eu une polémique à cause d'un vêtement? Je vous explique. Selon les mails de 15 villes où le burkini a été interdit, cette pièce-là représentait une menace d'ordre public en disant que la France vivait en peur après les attentats terroristes de l'année précédente, 2015, et qu'un élément si explicite de la religion et culture islamique pourrait susciter un tollé, une perturbation de la paix française. Quoi? C'est une situation un peu bizarre parce que ça donnait l'impression que toutes les personnes musulmanes sont des possibles terroristes, juste parce qu'elles portaient un symbole de sa religion. Au-delà de généraliser négativement la communauté islamique entière en créant peur sans précédent, ça montre aussi un grand préjugé religieux et raciaux contre les musulmans, comme si la simple existence de ces personnes vivant sa propre culture et sa religion menaçait la liberté et la culture française. On ne peut pas oublier que l'utilisation de la burqa et du niqab est aussi interdite dans les lieux publics et dans les établissements d'enseignement en France depuis 2004, vu qu'ils sont considérés comme des signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire qu'ils ne représentaient pas la laïcité de l'État français. Et même si cette loi s'applique en théorie à toutes les autres religions, ça se montre évident que les musulmans sont toujours les plus affectés. C'est aussi important à dire que la loi de 2011, qui interdit la couverture du visage dans les espaces publics, s'applique aux masques et même aux casquettes de moto, mais elle atteindrait particulièrement les femmes musulmanes. L'initiative du gouvernement est encore polémique aujourd'hui. Ouais, Fabi. D'un autre côté, il y a le discours de l'État selon lequel la loi assure la sécurité des femmes musulmanes, en évitant par exemple qu'elles subissent des préjugés dans la rue. De l'autre côté, il y a ceux qui disent que la loi prive la communauté des droits de la liberté d'exprimer sa propre religion. Mais je pense que c'est idéal d'entendre l'opinion de ceux qui sont vraiment touchés par cette situation, non? Écoutons maintenant un extrait de l'interview de l'émission Sala de Notícias Islâmicos na Europa, disponible sur Canal Futuro. Quebra Yücel, c'est une étudiante allemande d'origine turque qui vit en Europe et souffre les impacts de l'interdiction de la burqa dans les espaces publics. They always say, we want to liberate you, we want to help you. I feel so upset. I'm like, liberate someone else. I don't want to be liberated. I'm liberal already. I am free already. It is not your duty to free me. Please free someone else or free yourself from your
silly thoughts. Friday as well, because it's my religious duty. So I can try to think of reasons why the hijab, why the veil is very important, but I will never find out until I die and I can ask God. Cependant, c'est possible d'observer que ces types de prohibitions, ces lois, finissent par exclure la communauté islamique de la société française. Si on pensait, par exemple, que les mères musulmanes ne pourraient pas porter des voiles lorsqu'elles accompagnent leurs enfants aux sorties scolaires, ce type de règles empêche la participation des mères dans la vie scolaire de leurs fils. Il y a aussi une polémique concernant la langue arabe aux écoles françaises, ce n'est pas? Oui, hello. Bon, les actions des gouvernements sont très controversées sur la question de la laïcité et de la protection de la liberté. J'explique. Ce n'est pas nouveau que la France ait des initiatives fortes pour combattre l'islam radical dans les pays. Récemment, le président Macron a limité l'enseignement de la langue arabe. Comment ça? Aujourd'hui, il est courant que les mosquées et les associations enseignent l'arabe aux enfants immigrés qui n'ont pas accès à cette langue à l'école. Donc, l'objectif de l'initiative du gouvernement est d'empêcher la propagation de la langue au-delà du contrôle de l'État. Le gouvernement est convaincu que ces groupes utiliseraient la langue pour propager des idées fondamentalistes et extrémistes. Même avec les explications du gouvernement, il semble que limiter l'enseignement des langues aux seuls cercles protégés par les yeux de l'État, dans un contexte de lutte contre l'islam, instaure le stéréotype que l'arabe n'est parlé que par les extrémistes religieux et les terroristes. Rana Youssef, l'une des personnes interviewées dans le programme que nous avons montré, naît en Égypte et aborde exactement cela, comment le bon sens réduit les musulmans à une étiquette. I am Muslim. I think the question, are you Muslim? It's difficult to answer because the person who asks has an image to what it is. So what do you mean by Muslim? Are you religious? What does that mean? Et nous pouvons penser au-delà, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la langue est la culture. Peut-on imaginer que le gouvernement français veuille contrôler l'enseignement de l'arabe afin de contrôler la culture islamique dans les pays? Peut-être mettre l'islam à la française. C'est vraiment quelque chose auquel nous devons réfléchir. En France, l'école, notamment l'école primaire, est perçue comme la formatrice du caractère nationaliste, dans le but de transmettre les valeurs françaises. Ainsi, l'enseignement de l'arabe dans l'école viserait à protéger les enfants d'être utilisés comme dialogue d'islam. Mais d'un autre côté, sera-ce pour les transformer en dialogue de principes français? Trop de choses auxquelles réfléchir, Fabi. Mais nous savons que d'une manière ou d'une autre, il y a des pertes dans l'acquisition de l'arabe, car il y a beaucoup de résistance des institutions éducatives à enseigner la langue et une certaine réticence de l'État à permettre aux enfants de l'apprendre par d'autres moyens. Maintenant, on passe à notre moment du podcast qu'on appelle l'intervention culturelle, où on vous recommande quelques films, séries et d'autres types de médias et contenus pour que vous puissiez s'entraîner un peu plus à la culture qui sort du traditionnel européen et américain. Quelles sont les indications d'aujourd'hui, Yellow? Aujourd'hui, on a des interventions culturelles liées à la région du Maghreb. La première indication est un podcast qui s'appelle Bain de culture, disponible sur Spotify et plein d'autres plateformes d'audio. Super. Il se propose aujourd'hui justement de donner un aperçu de ce qui s'est créé au Maghreb et ailleurs, en parlant de cinéma, musique, littérature, architecture, expositions, festivals. Nous sommes tous d'accord. Oui, oui. Et quelles sont les autres interventions? 2 films maghrébins aussi. L'un, c'est une comédie de 2009 dirigée par Manel Labidi qui s'appelle Arabe Blues, où un divan à Tunis. Elle parle d'un psychanalyste, Selma, qui rentre à son pays d'origine, la Tunisie, avec le but d'ouvrir sa propre clinique
et d'aider les Tunisiens à gérer le stress du changement culturel et social après la chute du président Ali en 2011. L'autre film s'est passé en Algérie et s'appelle En attendant les hirondelles du réalisateur Karim Moussaoui. Il raconte la vie de trois personnes très différentes, une jeune fille, un agent immobilier et un médecin neurologue, mais qu'ils sont liés d'une façon inespérée. Après ça, ces trois personnes iront découvrir qu'ils ont aussi des points en commun. Voilà, beaucoup de choses à faire ce week-end. Nous sommes à la fin du tour d'idées. On espère que vous avez bien profité cette journée avec nous et que le programme vous a aidé un peu à comprendre un peu plus sur la situation des Arabes et des musulmans en France. Donc, regardez les films, écoutez les podcasts et entraînez-vous dans cette culture incroyable. On verra le prochain épisode. Bisous. Merci beaucoup et à bientôt.